Bonjour à tous. Après vous avoir parlé de la musique du Moyen Âge et de la Renaissance, je vais aujourd'hui vous parler de la période baroque. Cette période couvre tout le XVIIe siècle jusqu'à la mort de Bach en 1750. Cette période est très importante puisque beaucoup d'innovations vont avoir lieu et ces innovations vont être utilisées dans la période baroque, période classique, période romantique, voire même post-romantique. La première chose, c'est la création de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est un groupe de musiciens, deux musiciens, trois, quatre, pourquoi pas un orchestre complet, qui va accompagner un instrument soliste ou un chanteur soliste. Donc, si on va plus en détail dans l'accompagnement, imaginons un violoncelle ou une viole de gambe qui va jouer Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Un accompagnement va être organisé entre le violoncelle et un instrument polyphonique, c'est-à-dire un clavier par exemple, comme un clavecin ou un orgue positif. Quand on dit positif, ça veut dire un petit clavier. L'instrument grave va jouer ce que je viens de vous jouer à l'instant. Et pendant ce temps-là, le clavecin va inventer un nouvel accompagnement avec des accords superposés sur cette partie-là. Mais les notes ne sont pas écrites. Il y aura tout simplement un numéro d'écrit au-dessus du Do, par exemple, il y aura un 5 d'écrit. Cela me permettra de savoir que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, je dois jouer un Sol. Exemple, l'accord sera Do, Mi, Sol. Et le claveciniste va avoir l'entière liberté de jouer dans cette position-là, ou celle-là, etc. Je ne vous ai joué que des Do, des Mi et des Sol, mais en changeant l'ordre des notes. Cela vous permet de comprendre qu'il y avait une liberté énorme qu'on a de moins en moins quand on va avancer dans l'histoire de la musique. À cette époque-là, le claveciniste était un vrai créateur d'accompagnement et ne jouait jamais la même chose et pouvait changer selon le caractère de l'œuvre, faire quelque chose avec beaucoup plus de notes, beaucoup plus fourni ou au contraire quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Et donc si je reprends mon Do, Ré, Mi, Fa, Sol, le clavecin pourrait très bien faire voilà une première possibilité, ou pourrait faire je viens de vous faire deux possibilités. Vous avez vu, une un peu plus claire, un peu plus lumineuse. J'ai décidé de mettre des notes un peu plus aiguës. Et une au contraire où j'ai rapproché la tessiture, c'est-à-dire la hauteur des notes, les plus proches possibles. Et ça fait une version un peu plus intime. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle la basse continue. Donc, si je récapitule, basse continue, c'est un instrument grave, type violoncelle, viole de gamme, avec un instrument polyphonique, comme un clavecin ou un orgue par exemple, qui vont jouer ensemble. L'un va jouer les notes graves que je viens de vous jouer à ma main gauche. Le clavecin va jouer la même partie que le violoncelle, mais en ajoutant des accords qui seront juste écrits avec des numéros, nous permettant de savoir quelle note jouer, mais pas dans quel ordre. Et après, de vraies mélodies, des vrais contre-chants peuvent être organisés et créés par le claveciniste. Voilà. Cet accompagnement que je viens de vous expliquer va donner naissance au style opéra. L'opéra, c'est une succession de récitatifs, c'est-à-dire des accompagnements d'accords, de longs accords, pendant qu'un chanteur explique l'histoire ou parle de lui, de sa propre histoire, de son rôle, etc. Et des passages d'air. L'air, au contraire, ça va être quelque chose de beaucoup plus expressif pour le chanteur, avec un accompagnement un peu plus écrit pour les instruments. Le premier opéra est Orfeo de Monteverdi, donc un italien, en 1607. Néanmoins, nous retrouvons des prémices que nous appelons des drames lyriques
une dizaine d'années avant, en 1594, avec Daphné du compositeur Peri et un peu plus tardivement Eurydice du compositeur Caccini, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Je vais vous passer tout de suite un extrait de l'introduction d'Orphée de Monteverdi. La France n'est pas en reste dans la composition d'opéra. Néanmoins, Louis XIV a fait appel à Jean-Baptiste Lully, compositeur italien, qui est venu en France et est devenu donc compositeur de la cour du roi. Il y avait une bataille, une confrontation permanente entre la France et l'Italie sur ces questions artistiques, d'ailleurs pas qu'en musique, en architecture, en peinture, évidemment. Et cette bataille a été résolue d'une certaine manière en faisant venir un Italien qui avait donc cette culture italienne pour venir composer des opéras en France. Les opéras en France, on appellera ça des tragédies lyriques. Lully a par exemple composé Alceste ou Thésée ou Armide, par exemple. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces tragédies lyriques. C'est exactement la même chose qu'un opéra, c'est uniquement dans le nom. Lully, pour la petite anecdote, s'écrit L-U-2-L-Y, mais le Y vient de sa francisation, sa naturalisation, si vous voulez. À l'origine, c'était bien L-U-2-L-I, mais ça faisait trop italien, vous pouvez vous en douter. Maintenant, je vais vous parler des ornementations. La musique baroque est très imprégnée de ce système d'ornements. Des ornements, ce sont des ajouts de notes et qui créent vraiment l'authenticité de cette musique. Si je vous joue par exemple un extrait d'une suite de danse de Couperin, vous avez entendu, 2 fois j'ai tremblé. La deuxième fois, eh bien, c'est ce que nous appelons des ornements. Et il y a plein de types d'ornements qui seront indiqués sur la partition par le compositeur, parfois à la libre appréciation de l'interprète. Et il va y avoir par exemple un tremblement ou alors un mordant. Un mordant, ça va être un petit tremblement. Ou alors il va y avoir ce qu'on appelle un gruppetto, ta ti ta ta ta. Et comme vous le voyez, le dessin du gruppetto, c'est exactement le mouvement mélodique que je fais. Ce sont donc des ajouts de notes. Les notes ne sont pas écrites, mais ces petits signes font savoir que nous avons à jouer ces notes-là. Et la différence entre les ornements à cette période-là et par la suite, c'est que la plupart de ces ornements vont disparaître à la fin de la période baroque et surtout période classique romantique, on n'en verra plus, à part des petites appoggiatures qui resteront. Et les appoggiatures dans la musique classique ou romantique, ce sont des petites notes qui sont jouées avant le temps. Par exemple, tadam, tadam. Eh bien, le ta que je vous dis est en l'air, vous voyez, tadam.
Si je fais la même chose en période baroque, ce sera tadam, tadam. Vous voyez, j'appuie dessus. Appoggiature, ça veut dire appuyer. On comprend beaucoup plus l'origine de ce mot du fait justement d'appuyer en le jouant clairement sur le temps. Et le fait d'avoir toutes ces notes va noyer parfois un peu la note réelle, mais créer un vrai mouvement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui crée vraiment l'authenticité de cette musique-là. Il y a eu plusieurs traités qui ont été créés pendant la période baroque, notamment un traité de Jean-Philippe Rameau sur la manière de composer la musique. Et ce compositeur va avoir une influence énorme, internationale, puisque ces règles de composition vont être respectées tout le long de la période baroque, classique et romantique, voire pour certains même post-romantique. Et ces règles sont des règles de mouvement des notes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais un exemple simple, si je vous joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et que je m'arrête au Si, vous entendez que le Si, il a vraiment envie d'aller vers le Do. Si je m'arrête là, on ressent comme une certaine tension, une frustration. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Eh bien, le fait d'avoir le Si, qu'on appelle la sensible, aller vers le Do, c'est ce qu'on appelle une note à mouvement obligé. Eh bien, toutes ces choses-là vont être régies dans plusieurs traités. Hein. Je vous parle de Rameau, mais il y en a eu plusieurs qui vont être justement utilisés, comme par exemple interdiction de faire des octaves parallèles, des quintes parallèles, qui rappellent un peu une musique un peu plus archaïque, musique médiévale, etc. Ces choses-là sont extrêmement importantes puisque ça va être respecté, par exemple dans les chorales de Bach. Bach est un véritable exemple, puis Mozart, puis Beethoven, et d'une certaine manière, ça va créer un cadre, mais aussi une rigidité et justement certains compositeurs, on en parlera dans une vidéo prochainement, vont remettre en cause ce système-là à la fin du 19e siècle, en se disant on a perdu en liberté de composition. Autre chose, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations dans la musique baroque. L'autre, c'est ce qu'on appelle le clavier bien tempéré. Vous connaissez sûrement ce nom, clavier bien tempéré de Bach. Il a fait 2 recueils, dont le début est le fameux prélude, etc. Clavier bien tempéré, ça veut dire que des musiciens ont créé un instrument qui est comme le piano que vous voyez maintenant, un instrument équilibré permettant de jouer tous les morceaux dans toutes les tonalités, ça veut dire en partant de n'importe quelle note. Il faut vous imaginer qu'au début de la période baroque, c'était impossible de faire ça. On accordait pour une certaine tonalité. Si vous aviez 2 dièses à la clé, on va accorder avec 2 dièses. Pourquoi? Parce que les intervalles entre chaque note ne sont pas égaux. Normalement, ils ne sont pas égaux. Et il a fallu faire tout un système de calcul mathématique, etc. pour réussir à ce que ce Do-là soit égal à ce Do-là. Et donc que chaque intervalle soit égal pour pouvoir jouer toute la musique. Ça, pour les plus scientifiques, n'hésitez pas à aller sur Internet. Vous avez plein de détails notamment de fréquences, et vous comprendrez par rapport aux fréquences comment a été décidé ces découpages, de retirer 1/12e à chaque note pour pouvoir justement avoir un véritable équilibre. À l'origine, on parle d'une quinte parfaite, une vraie quinte juste parfaite est une quinte plus haute, c'est-à-dire qu'entre Do et Sol, ce qu'on a là est une quinte un peu plus basse que la normale. Et quand on accordait soi-même le clavecin avant de jouer, eh bien justement, cet intervalle-là, on faisait un intervalle beaucoup plus grand. Et si un jour vous écoutez, vous allez voir un concert de musique baroque, je vous ai parlé d'authenticité avec les ornements, eh bien ce qu'on appelle les tempéraments. Les tempéraments, ça va justement d'accorder en faisant des grandes quintes ou des grandes tierces, et ça va vous choquer, ça va presque
sonner un petit peu faux par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Alors, je continue de vous parler des genres qui ont été créés. Il y en a vraiment beaucoup et qui vont être utilisés encore longtemps ensuite. La cantate. Je vous ai parlé de l'oratorio. La cantate, ça va être la même chose, mais avec un effectif un peu plus réduit, un petit effectif d'orchestre, quelques chanteurs ou un chœur, Bach ayant fait des cantates pour tous les dimanches de l'année, et chaque cantate tourne autour d'un ou deux chorales, plutôt un choral. Chorale du jour, il faut imaginer avec notre vision catholique, plutôt comme le propre grégorien de chaque semaine. Eh bien, l'équivalent du propre grégorien dans une cantate, ça va être le choral propre de chaque dimanche. Et il va y avoir justement 4 ou 5 mouvements avec un mouvement soliste homme ou un mouvement soliste femme, un mouvement de chœur et puis un choral au début et ou à la fin. L'équivalent de la cantate, on va appeler ça le grand motet en France. En France, on dit naturellement plus motet. Et bien motet, justement, si je vous parle de Mondonville par exemple, les différents motets de Mondonville, c'est vraiment l'équivalent de cantate. Autre genre important, le concerto grosso. C'est le début des concertos qu'on connaît aujourd'hui. Quand on imagine un concerto aujourd'hui, vous savez, c'est un orchestre qui va accompagner un violon. Concerto pour violon, en fait, ça sous-entend concerto pour violon et orchestre. Le violon est soliste, l'orchestre et l'accompagnement. Mais un gros accompagnement, ou alors concerto pour piano et orchestre, etc. Eh bien, il existe à la période baroque, les prémices du concerto, c'est le concerto grosso. Ça va plutôt être un petit groupe de solistes qui va être face à un groupe un peu plus important d'instrumentistes. L'exemple le plus parlant, ce sont les concertos brandebourgeois de Bach. Je vais vous laisser écouter maintenant un extrait justement de ces concertos.
Maintenant, je vais plutôt vous parler de musique instrumentale avec la suite de danse. On appellera ça également la partita. La suite de danse, c'est extrêmement important de savoir cela, puisque c'est ce qui va initier à peu près tout ce qu'on connaît dans la musique classique et romantique, les symphonies, les différentes symphonies, avec les symphonies en plusieurs mouvements, le fait que ce soit lent, rapide, etc. Cet enchaînement de différents mouvements vient de suites de danse. Alors, la première danse couramment utilisée, ça va être l'allemande. C'est souvent un premier mouvement d'une suite de danse, après un prélude, si prélude il y a. C'est un mouvement à 4 temps tiré d'une danse du XVIe siècle. Si par exemple je vous joue le début d'une allemande de Couperin, etc. Danse suivante, la courante. La courante, c'est une danse à 3 temps, comprenant 2 parties avec une reprise. C'était d'ailleurs la danse préférée de Louis XIV avec le menuet. La courante vient souvent juste après l'allemande. Si je vous en joue une, par exemple. Etc. La gavotte. La gavotte, c'est une danse à 2 temps qui est souvent précédée d'une sarabande. Je vous expliquerai ensuite la sarabande. Je vous en joue une pour exemple. Voilà. Le menuet. Le menuet, c'est quelque chose d'hyper important. Danse à 3 temps, je pense que vous voyez, vous avez des exemples de menuet. C'est originaire d'ailleurs du Poitou. Et ce mouvement va être conservé dans la musique classique et romantique. Souvent, les symphonies ou les sonates seront en 3 ou 4 mouvements. Et à chaque fois qu'il y aura 4 mouvements, le troisième mouvement, ça sera un menuet ou un menuet trio. Je vous expliquerai quand je ferai une vidéo sur classique romantique, mais c'est très important que vous ayez ça en tête. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on gardera ce principe d'utiliser justement une musique à 3 temps dansante. La sarabande. La sarabande, c'est une danse lente et solennelle à 3 temps. On a tous son idée. Etc. Vous entendez bien que c'est à 3 temps. Elle est originaire, la sarabande, d'Espagne, et d'ailleurs, elle avait été interdite pendant un moment par Philippe II. La dernière danse que je souhaite vous expliquer, c'est la chaconne. Vous entendez assez régulièrement, je pense, le mot chaconne si vous écoutez un peu de musique. On la confond parfois avec la pasacaille. C'est une danse lente, pareil, elle est d'origine espagnole, et c'est sur un thème bref, et qui va être repris en boucle. Et elle est souvent longue, la pièce, donc le morceau utilisé en reprise est court, mais la pièce est longue. On connaît plusieurs chaconnes. Je vais vous jouer celle de Couperin. Vous voyez, c'est très court. Et ce que je viens de vous jouer va être joué en boucle avec des changements d'harmonie. Si je vous joue par exemple la suite. Etc. Vous voyez, ces différents changements. Dernière chose, l'ouverture. L'ouverture,
vous imaginez l'ouverture d'un opéra, un morceau instrumental plutôt puissant qui va initier le début de l'histoire, parfois synthétiser toute l'histoire. Je pense aux opéras de Mozart, qui a vraiment un talent pour cela, d'entendre en 5 minutes l'intégralité de l'histoire, soit par des extraits de ce qu'on va entendre, soit en laissant libre cours à votre imagination par des figuralismes sur, je sais pas, quelqu'un est en train de courir, ou la mort, l'amour, etc. Et bien, justement, ce procédé d'ouverture vient de la musique baroque. Tout à l'heure, je vous ai fait écouter un extrait d'Orphée de Monteverdi, de son introduction. Eh bien, je vous ai dit introduction, mais en réalité, c'est vraiment une ouverture. Il y a une différence entre l'ouverture à la française et l'ouverture italienne. Vous avez bien compris qu'il y a une opposition permanente. Dans l'ouverture à la française, la première partie, elle est lente. La deuxième partie, elle va être plus rapide. Et la troisième partie, c'est une reprise de la première partie un peu plus courte. Donc c'est lent. Donc si je synthétise, lent, rapide, lent. Si je prends l'ouverture à l'italienne, c'est donc le contraire. Rapide, lent, rapide. D'ailleurs, c'est les Italiens qui vont gagner parce que dans les symphonies ou les sonates, un premier mouvement ou un dernier mouvement de sonate ou de symphonie sera toujours rapide. Et le mouvement intermédiaire du milieu sera quasi toujours lent. Voilà. La toccata, vous connaissez évidemment, toccata de Bach en ré mineur, c'est une pièce qui est écrite, et non pas une danse, hein, une pièce qui est écrite pour mettre en valeur la technicité de l'interprète et les possibilités de l'instrument. C'est le plus important. Vous avez cette toccata que je vous invite évidemment à écouter. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez écouter une bonne version. Dernière chose, la fugue. La fugue, on en a déjà parlé un petit peu avec la période Renaissance. Ce sont des entrées en imitation. Imitation, donc un motif qui est exprimé, puis un deuxième motif. Ce premier motif, on va appeler ça le sujet. Deuxième réponse, sujet, réponse, etc. Et il va y avoir toute une technique pour l'intégralité de la composition du mouvement. C'est-à-dire qu'après avoir exprimé sujet-réponse, et bien après le sujet, il va y avoir ce qu'on appelle un contre-sujet. C'est une idée secondaire, si vous voulez. Et après la réponse, il va y avoir à nouveau le contre-sujet, mais transposé dans une autre tonalité. Et tout fonctionne comme ça. Après, il va y avoir ce qu'on appelle des divertissements. Des divertissements, c'est d'un seul coup, ça n'a plus rien à voir. Ça veut dire pas de contre-sujet, plus de sujet, on passe à autre chose. Et puis d'un seul coup, il va y avoir une strette. Une strette, je vous donne plein de vocabulaire. Une strette, ce sont des entrées en imitation très resserrées. Vous voyez, au lieu d'avoir ça, puis ça, vous avez vu, j'attendais que tout soit exprimé pour pouvoir donner la réponse. Et bien là, il va y avoir une superposition. Ça, 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 comme ça. Voilà une strette. Et le dernier procédé qui va être utilisé, c'est une longue pédale. Un instrument qui va jouer, par exemple, une note comme ça, en boucle, pendant que le sujet va être exprimé une dernière fois. Ça marque souvent la fin du morceau. Eh bien, je vous ai expliqué beaucoup de choses, je pense, pour aujourd'hui. Je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Je vais vous mettre un certain nombre d'extraits musicaux à écouter, parce que je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais c'est important de pouvoir illustrer avec des exemples en musique. Merci et à bientôt.